Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. On repasse à une version sans vidéo cette semaine parce que pour être honnête, en fait j'ai set up ma caméra, ma webcam pour ne plus devoir la bouger en fait quand je donne cours en ligne parce que je donne, je crois, la majorité de mes cours en ligne en ce moment. Et, heu et du coup, j'en avais marre d'avoir des câbles qui passaient à travers mon salon et de devoir installer ma webcam sur ma boîte de DVD Colombo à chaque fois que je donne un cours et tout. Donc, j'ai trouvé l'angle parfait, le setup parfait et j'ai plus du tout envie de la bouger maintenant. Donc, heu, donc voilà, du coup, l'angle n'est pas top enfin, le setup n'est pas top pour enregistrer un podcast. Je vais voir si j'utilise une autre webcam. Je vais voir, je crois que je peux utiliser, la caméra de mon téléphone aussi. Bref, je vais réfléchir à tout ça pour, pouvoir refaire, des podcasts vidéo, si j'ai des bons retours dessus. Mais, aujourd'hui, je m'en suis rendu compte à la dernière minute. Donc pour aujourd'hui, on repasse à une version sans vidéo et honnêtement, il faut absolument que je me lave les cheveux, donc vous ratez rien. Soyez heureux de ne pas me voir aujourd'hui, ne pas voir mon gras de cuir chevelu. Ok, on va passer aux questions tout de suite. On a plein de questions et si peu de temps. Alors, a-t-on besoin des périodes de down pour évoluer? J'ai remarqué que je ne réfléchis jamais aussi sérieusement sur moi que pendant et après une période difficile. Ce sont des moments inconfortables, parfois très durs, mais qui m'amènent à m'interroger sur mon fonctionnement, à aller chercher en profondeur les racines de mon mal-être, souvent passager et surmontable mais récurrent, à comprendre et déjouer les mécanismes psychologiques qui peuvent me causer des moments de chagrin et de doute profond. Du coup, c'est super parce qu'après, je me comprends mieux, j'évolue et j'avance. Mais bon, est-on vraiment obligé d'en arriver là pour avancer? Est-ce qu'on peut éviter les moments de down et faire de grandes avancées sur nous-mêmes juste en étant en vacances au bord de l'eau ou heureux dans notre canapé? Alors, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais moi je pense que oui. Je pense on a besoin de ces périodes d'inconfort pour évoluer et c'est un mécanisme ancré en nous. L'inconfort, la douleur, ça va souvent être le moteur de notre changement. Quand on a mal quelque part, c'est notre cerveau qui envoie un signal d'alarme pour nous dire que quelque chose ne va pas et nécessite notre attention. Ça peut être quelque chose de corporel, une blessure, quelque chose de très tangible, mais ça peut être aussi des périodes de stress, ça peut être un traumatisme qui nous ronge de l'intérieur, ça peut être plein de choses. Donc, on a ce signal d'alarme-là, de l'inconfort, de la tristesse, de la douleur, de toutes ces émotions négatives, pour nous signaler quelque chose et nous pousser à avancer, pour nous motiver à l'action. De la même manière que la douleur physique nous motive, par exemple, si on met sa main sur une plaque, de cuisson allumée, on a cette douleur immédiatement, ce signal d'alarme qui nous fait retirer notre main. De la même manière qu'on a ça, on a des émotions négatives qui sont là pour nous motiver, à faire tout ce que tu as très, très bien dit, tu l'as super bien exprimé, à nous motiver à changer, à évoluer, à remettre en question notre environnement, notre fonctionnement, nos relations et cetera. Si tout allait toujours bien, pourquoi on changerait? Pourquoi on se remettrait en question? Si, quand on mettait la main sur une plaque de cuisson brûlante, on n'avait pas mal, pourquoi on retirerait notre main? On resterait posé là, voilà. Donc je pense pas, du coup, qu'il faille nécessairement aspirer à une vie sans période difficile. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, vu des reportages là-dessus, c'est fascinant sur les gens qui n'arrivent pas à ressentir la douleur physique. Il y a un mécanisme dans leur cerveau qui fait que ils n'ont jamais mal, quoi qu'ils fassent et c'est terrible en fait comme condition.
notre premier réflexe, ce serait de se dire: «Ah, ce serait tellement bien de jamais avoir mal». Mais en fait, non, parce que la douleur, c'est extrêmement utile. C'est vraiment c'est ce qui nous tient en vie, en fait, littéralement. Ces gens-là, bah, voilà, ils mettent leurs mains sur une plaque de cuisson, ils se pètent la jambe, ils sentent rien, ils ont pas de douleur, ils s'inquiètent pas, en fait. Ils s'inquiètent jamais, ils se remettent jamais en question. Physiquement, bien sûr, ils se disent jamais: «Il faut que je retire ma main de la plaque de cuisson, il faut que j'arrête de marcher sur, ce bout de verre». Et du coup, ça atteint leur intégrité, physique en permanence et ils n'ont jamais ces signaux d'alarme. Donc on a besoin aussi de ces signaux d'alarme psychologiques, pour nous motiver à l'action, pour nous motiver à arrêter des choses qui nous font du mal. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'il faille aspirer à une vie sans période de down, sans période difficile. Déjà parce que c'est illusoire et il y a trop de choses qui sont hors de notre contrôle, mais aussi parce que ces émotions négatives sont pleines de richesse et d'enseignements. Elles nous apprennent aussi qu'on est, plus résilient que ce qu'on pense, que bien souvent, ce qu'on redoute terriblement, bah, quand ça arrive, on gère et on gère pas si mal en plus. Donc voilà, je sais on a cette tendance très humaine à vouloir, aller vers le plaisir, vers le confort, vers les choses plus positives et repousser toutes ces émotions plus négatives. Mais, est-ce bien bah, déjà, c'est la source de notre souffrance, permanente parce que, les choses positives sont toujours amenées à se terminer et on est constamment dans c'est toujours en évolution, en changement donc et rien n'est permanent, n'est-ce pas? Et puis, bah, ces périodes négatives, elles reviennent forcément donc ça peut être une super remise en perspective de ces périodes justement plus compliquées, de quand on les traverse, au lieu de catastrophiser, je sais jamais ce qu'on dit, mais au lieu de s'apitoyer sur nous-mêmes, au lieu de se dire: «Oh mon Dieu, quand est-ce que ça va se terminer?» On peut se dire aussi, OK, de quoi ça m'informe? Quelle est la leçon ici? Qu'est-ce que je peux en retirer de cette période-là? Qu'est-ce que mon cerveau me dit, qu'il faudrait changer? Est-ce que c'est cette relation qui me fait pas du bien? Est-ce que c'est cette situation? Est-ce que c'est ma façon de réagir à ces événements? Voilà, c'est pas facile au début. C'est au début de la période de down, on peut s'apitoyer un peu, se dire: «Oh là là», voilà, se catastropher, s'accorder ces quelques instants. Mais si on sent qu'on s'enlise, se poser ce genre de questions, ça peut du coup être, un moteur d'action et d'apprentissage et de growth et de mieux pour la suite. Voilà. Alors, deuxième question. I struggle with, oui, le paradoxe du choix quand j'ai un temps pour moi. C'est parce que voilà, je fais une pause 2 secondes dans la lecture de la question, mais la question commence par I struggle with parce que, d'ailleurs, je suis en train de me demander si je te file le questionnaire en anglais, bref. Hem, la question les mes clients m'envoient des questions via un questionnaire, un petit formulaire et il y a un prompt, en fait, il y a un début de enfin, la question c'est donnez-moi une question pour le podcast et parlez-moi de quelque chose avec lequel vous strugglez, avec lequel vous avez des problèmes, des situations particulières ou bien des choses qui sont pas évidentes, que vous voulez que j'aborde dans le podcast. Donc voilà, la question commence par I struggle with. Je reprends ma lecture. Le paradoxe du choix quand j'ai un temps pour moi. En gros, si j'ai enfin 1 heure ou un morceau de soirée devant moi là tout de suite, rien que pour moi, j'ai souvent du mal à choisir à quoi dédier ce moment. Ranger la cuisine pour être satisfaite d'avoir un espace agréable devant moi, me radasser sur le canapé avec le bouquin que j'ai laissé en suspens il y a quelques jours,
commencer une BD qu'on m'a offerte, faire du yoga, du journaling, dessiner, écouter le message podcast de ma meilleure amie ou de Clem en pliant du linge, cuisiner un truc healthy, regarder une série cocooning. Bref, j'arrête la liste et j'exagère un peu le tableau, mais tu vois le genre. Et je t'ai épargné la version où ce choix s'impose en début de journée et que l'option activité en plein air se présente. Des remarques, des conseils. Alors, j'ai l'impression, en fait, en disant tout ça, qu'on revient ici sur l'idée de FOMO, de Fear of Missing Out. Donc, quand on a peur de faire un choix parce qu'on a peur de regretter de ne pas avoir fait l'autre choix, en fait. Et si je faisais le mauvais choix pendant cette heure de temps libre que j'ai devant moi et que je le regrettais toute ma vie. Euh, Quand je vois la liste des options la liste assez exhaustive des options que tu m'as présentées, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix en fait. Tout a l'air chouette pour des raisons différentes. Alors j'ai envie de te dire, de te demander, ok, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là? Quand tu as cette heure comme ça devant toi, sans over-analyser, hein, sans te poser trop de questions et voilà. Qu'est-ce qui te vient spontanément si tu te dis, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin là? Si tu as besoin d'un sentiment de connexion, bah, tu vas peut-être écouter le message de ta meilleure amie ou bien ce podcast. Si l'état de ton espace te pèse et que tu as plutôt envie de faire quelque chose d'un peu productif, bah, tu vas ranger la cuisine. Si tu as envie de te sentir créative, dessine. Si tu as besoin de cocooning et d'évasion, bah, va regarder une série, va lire une BD. Bref, suis ton instinct. Et je dirais que si tu hésites encore après, qu'il n'y a rien qui te vient spontanément, qu'il y a plusieurs choses qui te parlent particulièrement, je veux dire, donne 2 options à ton compagnon et demande-lui de choisir pour toi. Ou bien si tu n'as pas de compagnon, enfin, je sais que toi, en l'occurrence, tu en as un, mais si d'autres personnes veulent utiliser ce petit tip, cette petite méthode, et que vous n'avez pas de partenaire, de compagnon, lancez une pièce, voilà, ouais, vous faites choisir votre chien, je ne sais pas, faites quelque chose. Et voilà, demande à la personne ou à la pièce de choisir pour toi avec juste 2 options. Et si tu es déçu du résultat, bah fais l'autre. C'est que ça veut dire que c'est ton cœur qui parle. Voilà, et suis ton cœur. Mais surtout, je pense qu'il faut pas suranalyser la situation, que c'est important de se satisfaire d'une option qui est good enough. Parce qu'il y a pas de mauvais choix et en même temps, il y a pas de choix parfait, idéal, voilà, de choses où tu te diras, là, c'était vraiment la chose à faire. Enfin, il y a pas de ça, il y a que des bonnes options, il y a que des bons choix, donc il y a pas de mauvais choix. Choisis, prends un truc, suis ton cœur, ton instinct ou bien demande à ton compagnon de choisir pour toi et assume le choix. Assume qu'il puisse y avoir aussi un petit peu de regret de ne pas avoir choisi autre chose. Mais je pense que très certainement, il y en aura pas en fait, parce que souvent la souffrance vient de ce moment de choix et de cette peur de regretter et de prendre la mauvaise décision. Et une fois qu'on a choisi, on investit pleinement le choix qu'on a fait et on pense plus vraiment à l'autre. Parce que et je pense que c'est un mécanisme vraiment cognitif, psychologique, quelque chose d'ancré en nous, qui fait que, on a besoin de se dire qu'on a fait le bon choix et donc on va l'investir pleinement et voilà, on va un peu oublier ce qu'on avait fait avant et accorder plus de valeur au choix qu'on a vraiment fait. Voilà, donc ça peut être, pour des petites choses comme ça du quotidien, mais aussi des décisions beaucoup plus importantes, comme de choisir, dans quelle école on va étudier, de choisir un travail, un appartement, tout ça. Heu, ça se passe assez comme ça. Je l'ai vu moi-même avec l'appartement dans lequel je suis maintenant. En juillet, en fait, on m'avait en gros proposé 2 appartements. Je vais simplifier l'histoire, c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais voilà. J'avais le choix entre 2 appartements, celui dans lequel je suis maintenant et un autre qui était plus grand, mais moins bien placé, et voilà.
Et j'ai hésité, je ne savais pas, voilà, les 2 avaient du très bien, les 2 avaient du moins bien et je ne savais pas, j'ai hésité et j'étais sûre que quand j'allais en choisir un finalement, j'allais avoir ce sentiment de regret par rapport à l'autre, à me dire: «Oh, j'aurais pu être là-bas, j'aurais pu faire ci» et finalement donc j'ai choisi celui-ci qui est un peu plus petit mais très, très bien situé et pas une seconde j'ai regretté mon choix, en fait. Pas une seconde où je me suis dit: «Ah, j'aurais pu avoir plus d'espace», tout ça. En fait, au contraire, maintenant, je ne vois que les négatifs de l'autre et les positifs de celui-là. Donc je pense que c'est vraiment il faudrait que je vérifie ça, mais il me semble en avoir déjà entendu parler, que c'est vraiment un mécanisme psychologique qui nous qui nous protège quelque part ici, et qui nous permet d'investir pleinement nos choix. L'important en tout cas, c'est de ne pas perdre ton précieux temps libre à hésiter ou pire, à faire 5 trucs en même temps parce que tu as peur de rater un truc, donc tu vas plier le linge en écoutant le podcast et en même temps essayer de dessiner un truc et de lire une page de ta BD ou je sais pas quoi et puis au final, tu profites d'aucun et tu te mets une pression incroyable et c'est pas marrant. Donc ouais, voilà, je suis ton instinct et arrête de lâche-toi la grappe, quoi. Arrête de trop analyser, ses choix et choisis et tu verras que tu seras toujours ravi de cette option. OK et question suivante. Existe-t-il des exercices de méditation efficaces contre le grignotage? Alors ouais, 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 ça existe. C'est pas ma spécialité, je pense qu'il y a des gens qui le font très bien, qui le font certainement beaucoup mieux que ce que je ne le ferais. Mais en fait, le grignotage, c'est souvent une réaction de fuite par rapport à des émotions négatives. Parfois, l'émotion négative, ça peut simplement être l'ennui. On s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, on erre dans la cuisine, on regarde s'il y a pas un petit truc à grignoter, voilà et ça peut être simplement ça. Mais parfois, c'est des choses plus lourdes. C'est des émotions négatives qu'on essaye un peu d'étouffer avec la nourriture ou qui que, qui sont tellement inconfortables qu'on recherche du réconfort et on retrouve ce réconfort dans la nourriture. Donc l'objectif de ce genre de méditation, ça va être la pleine conscience, d'affronter ces émotions difficiles, de les laisser s'exprimer, de s'entraîner à les accueillir depuis un état de calme et un sentiment de sécurité pour leur enlever de leur pouvoir. Hem Il existe aussi des exercices où on s'entraîne à manger en pleine conscience. Je me souviens d'en avoir, fait pendant ma formation, par exemple avec des grains de raisin, même des raisins secs ou pas d'ailleurs. Peu importe avec quoi, ça peut être avec des bouts de chocolat. Parce que le souci du grignotage, c'est qu'on s'envoie par exemple souvent un paquet de gâteaux sans même s'en rendre compte. On enchaîne juste, les bouchées, alors avec des cacahuètes ou des trucs comme ça peut aller très, très vite parce qu'en plus, il y a le côté salé, il y a le ou avec les biscuits, le côté sucré, crunchy, tout ça, donc on connaît le côté, plaisant, de ce genre de nourriture très, très snackable et donc là, l'exercice, c'est d'abord prendre, par exemple, donc le grain de raisin dans sa main, regarder sa couleur, sa forme, toucher sa texture, puis on va juste le poser sur les lèvres, on va remarquer la sensation, on va le sentir, on va le placer ensuite dans sa bouche, on va pas croquer tout de suite, ensuite on va croquer un tout petit bout, doucement, apprécier la saveur et cetera. Donc vous voyez le genre? En allant très, très doucement comme ça et l'idée est de se reconnecter à l'acte de manger, à l'appréciation des aliments et à vraiment avoir cette pleine conscience quand on mange, qui nous fait complètement défaut quand on grignote comme ça sans réfléchir devant une série, qu'on enchaîne les pop-corn ou les gâteaux ou les Pringles, ce que vous voulez et tout ça, c'est pour guérir, ou commencer à soigner une relation à la nourriture un peu abîmée par, des troubles alimentaires.
Encore une fois, tout ce qui est nutrition, c'est pas ma spécialité, en tout cas pour l'instant. On me pose tellement de questions là-dessus que je me dis: «Un jour, il va falloir que je fasse une formation dessus», mais j'ai déjà tellement de formations lined up là qu'il faut que je me concentre sur un truc à la fois, mais c'est pas facile parce que j'adore ça. J'adore faire des formations et j'adore, élargir un peu mon champ de compétences, mais voilà, pour le moment, ça ne l'est pas. Et je pense que de toute façon, même s enfin, non lié à la nutrition, une pratique régulière de la pleine conscience, ça peut clairement aider, pour ce genre de choses. Heu, mais voilà. Tout, 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 tout. Question suivante: peut-on November gratituder si on n'a pas Let Go October? Alors évidemment, je vais expliquer un petit peu. C'est une référence à des petits challenges que j'ai fait et que je fais en ce moment. En octobre, on s'est, focalisé sur le lâcher prise. J'ai fait un challenge sur Instagram et puis, dans la communauté avec mes clients, avec des petits exercices quotidiens, sur le lâcher prise, sur le thème du lâcher prise. On a fait plein de choses différentes, c'était trop cool. Et là, en novembre, on est passé à November Gratitude, c'est-à-dire que tous les jours, il y a pas d'exercice quotidien comme j'avais fait, un peu varié, comme j'avais fait pour le lâcher prise. Là, en novembre, on fait quelque chose de très simple. Tous les jours, on trouve une chose pour laquelle on éprouve de la gratitude et puis on peut la partager, avec moi sur Instagram ou dans la communauté, enfin, où vous voulez, si on le souhaite. Moi, je vous partage les miennes sur Instagram dans mes stories, et voilà, j'aime bien entendre aussi, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Mais en tout cas, oui, clairement, on peut November gratituder si on n'a pas Let Go en octobre. Je vous y encourage, plus que vivement. Allez-y, ça vous fera du bien, ça fait du bien parce que du coup, en fait, quand on quand on sait que tous les jours, on doit mettre quelque chose pour lequel, on doit écrire quelque chose pour lequel on a de la gratitude, on est reconnaissant, bah, ça aide à les voir au quotidien, en fait. On se dit: «Ah oui, il faut que je trouve un truc, pour lequel être reconnaissant aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe de bien dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a eu de chouette aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce que j'ai appris?» Qu'est-ce que n'importe quoi, et ça peut être tout petit, ça peut être grand, ça peut être, j'ai de la gratitude pour mon partenaire, de toujours, parce que voilà, il me soutient, voilà, c'est quelque chose de vraiment fort. Et ça peut être, bah, il y a quelques jours, moi, j'ai éprouvé de la gratitude pour mon curry, parce que je me suis cuisiné un super, curry aux lentilles et c'était trop bon et j'étais trop contente d'avoir fait ça. Donc ça peut être des toutes petites choses. Et c'est bien de les remarquer, en fait. C'est bien, ça fait du bien, au cœur, à l'âme, à tout ce que vous voulez. Ça fait du bien de remarquer ce qui se passe bien parce que, bah, surtout aujourd'hui, là, on est à l'heure où j'enregistre, on est en plein dans les résultats des élections politiques, des élections présidentielles aux États-Unis, et c'est difficile de remarquer ce qui se passe bien, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc faites ça. Trouvez tous les jours quelque chose pour lequel vous avez de la gratitude, et je vous encourage à le partager avec moi par message ou vos stories, sur les réseaux sociaux, tout ça, parce que sinon vous allez lâcher. Et alors que si vous avez ce truc de: «Il faut que je l'écrive quelque part, il faut que quelqu'un le voie, il faut que j'ai cette pression sociale», et ben ça aide, hein. C'est dommage, mais ça aide, et je le vois très bien avec mes clients quand je leur assigne des choses, et qu'ils savent que je regarde, que je surveille, bah, forcément, ils le font plus. Ça aide, et il faut trouver la motivation là où elle est. OK, question suivante. J'ai parlé étirement avec un archer hier, top 100 français quand même. Je m'étonnais que personne ne s'étire après nos sessions et il me disait que ça devait se faire au repos quelques heures après. Tu en penses quoi, toi? Alors ça, c'est un sempiternel débat. Quand est-ce qu'il faut s'étirer? Avant le sport, après le sport, 2 heures après le sport? On ne sait pas. Tout le monde a son avis sur la question. Alors, ce que je me demande moi, c'est pourquoi il pense que ça doit se faire au repos. Si, il a une raison particulière, une raison scientifique tant qu'à faire particulière, j'aimerais beaucoup la connaître. Hem, de ce que j'en sais,
ça n'a pas de grande incidence, surtout à notre niveau, en fait. Si on est de grands athlètes et qu'on cherche à avoir la peak performance à chaque fois, peut-être qu'il faut commencer à se poser ces questions. Sinon, non. Je préfère en général juste après l'effort, faire les étirements juste après c'est juste après une séance de sport, plus, je sais pas, une séance de sport plus cardio ou plus explosive, plus ce que vous voulez, comme, le tir à l'arc, comme le foot, comme, la musculation, comme n'importe quoi. Heu, je préfère juste après parce que les muscles sont échauffés, donc on se sent plus souple, c'est plus agréable, voilà. Les muscles sont échauffés, donc c'est plus agréable de s'étirer sur des muscles chauds, des muscles plus souples, déjà un peu détendus par la circulation, l'effort et cetera. Et 2, ça demande pas qu'on bloque un autre créneau pour s'étirer. On peut continuer sur sa lancée. On est déjà en train de faire du sport, on va prendre 5-10 minutes à la fin de la séance pour s'étirer également. Donc on a moins de chances de ne pas le faire, en fait. Parce que si on doit faire notre séance de sport et se dire: «OK, dans 2-3 heures, il faut que je fasse mes étirements», désolée, mais pour, la grande majorité des gens, 2 heures après, ils seront passés à autre chose, ils auront eu une urgence, ils auront eu leur enfant qui leur demande quelque chose, un truc au travail, peu importe, et ils ne vont pas le faire. Moi, tant qu'on le fait, je suis contente. Que ce soit juste après l'effort ou, 2 heures après ou avant l'effort ou le matin au réveil, le soir avant de dormir, je m'en fiche. Étirez-vous, faites votre mobilité, votre corps vous remerciera et surtout votre vous de dans 10 ans, 20 ans, 30 ans vous remerciera encore plus. Parce que ce que vous avez en ce moment comme, petite douleur un peu chiante, ce sera magnifié, fois 100, fois 1000 dans quelques années. Donc faites votre mobilité, faites votre travail de mobilité pour vous assurer déjà de vivre pleinement et de faire du bien et de pas avoir justement ces petites douleurs à la con maintenant, et éviter que dans 10, 20 ans, 30 ans, ça se transforme en opération chirurgicale, ou juste en incapacité totale de bouger. Voilà. Étirez-vous. Je m'en fiche de quand. Alors attends, je vais quand même juste dire, un dernier point, mais encore une fois, c'est si vous êtes athlète. Je pense pas que j'ai énormément d'athlètes qui m'écoutent. Hem, il a été montré, les études suggèrent que des longs étirements passifs statiques avant un effort explosif, ça peut avoir une légère incidence sur la performance. Donc c'est-à-dire que si demain vous êtes en finale de la coupe du monde de football, je vous déconseille d'étirer vos jambes pendant 2 minutes avant de commencer à rentrer sur le terrain. Voilà. Vous allez voir que les footballeurs, tout ça, si vous regardez le foot justement, ils s'étirent, enfin ils font des étirements avant de rentrer sur le terrain, mais c'est des étirements dynamiques. Ils sont toujours en train de bouger. Ils ne tiennent pas l'étirement pendant 2 minutes, et c'est pour ça. C'est pour cette raison-là. On veut pas d'étirement statique pendant une durée longue avant une performance parce que ça peut potentiellement l'influencer négativement. Mais voilà, c'est tout. Étirez-vous. Dernière question. Comment faire quand on a peu d'énergie de base, qu'on est un peu tout cassé, qu'on se noie dans un verre d'eau niveau planning, pour faire comprendre aux gens que non, on ne va pas pouvoir tout faire, genre boire des verres ou randonner, sans les vexer? Alors, ma chère, non est une phrase complète. T'as pas besoin de justifier. T'as pas besoin de justifier. Je sais, c'est dur. Je sais, c'est dur. Et je dis ça, hein, je dis ça, mais chez moi aussi, c'est un work in progress de ouf. Je pense que je resterai d'ailleurs longtemps bloquée à l'étape «non, désolé», mais normalement, on doit même pas s'excuser, en fait. Non, non, je n'ai pas l'énergie. Non, je ne viens pas. Je vais pas à cette randonnée-là. Voilà. Et si on dit à quelqu'un: «Non, désolé, j'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas l'énergie, mais merci quand même pour l'invitation», et que cette personne se vexe, je pense que le problème vient pas de toi et qu'il y a pas grand-chose que tu puisses faire ou que tu devrais même chercher à faire, pour, leur faire comprendre et voilà, et ne pas les vexer et marcher sur des œufs et tout ça.
mince à la fin, quoi. Surtout que, bah, je sais que je connais ta situation, je sais que tu as des douleurs dans le dos, très fortes et que voilà et que tu as plein de choses, que tu jongles avec plein de choses. Si tu as pas l'énergie pour aller boire un verre ou faire une randonnée, bah, c'est tout. Tu as pas de justification à faire et zut à la fin, pourquoi il faudrait pas les vexer les gens s'ils se vexent, pour ça? Enfin non, mince non. Désolée, je suis remontée aujourd'hui, j'ai l'impression, mais c'est parce que je vais bien. C'est parce que je suis contente et en plus, il est 12h23 et à 13h, j'ai mon premier cours d'allemand, les amis. Je me suis enfin décidée, bon, on m'a poussée à le faire, mais je me suis enfin décidée à prendre un cours d'allemand, à reprendre les cours d'allemand et les cours de conversation en voilà. Donc voilà, je suis, surexcitée parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, quelque chose qui me pèse beaucoup et que, je trouvais toujours une bonne raison de ne pas le faire et là, on m'a dit: «Non mais fais-le quoi. Zut, arrête de faire chier et fais-le» et voilà et donc je le fais dans une grosse demi-heure et je suis fière de moi. Voilà, il faut célébrer ses victoires. Je suis fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de vous aussi. J'espère que vous vous étirerez aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous direz non et ce que vous ne vous sentirez pas obligé de vous justifier. Et j'espère que vous trouverez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant aujourd'hui et parce que je suis sûre que vous en avez plein, plein, plein. Vous avez plein de raisons d'avoir de la gratitude aujourd'hui et envoyez-les-moi, je vous en supplie, envoyez-les-moi, j'aimerais trop, trop les lire. Envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos réflexions suite à ce podcast et je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre attention et je vous dis à très, très bientôt. Bonne journée, bisous à vous.